Je vais passer la parole maintenant à Véronique Chité, qui va nous parler de la formation continue et du maintien des compétences des pilotes remorqueurs. Véronique, à toi la parole. Merci Philippe. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. En effet, moi, je vais prendre le relais pour évoquer avec vous la formation continue des pilotes remorqueurs. En l'occurrence, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'intérêt de cette formation continue. Quels sont les points qui potentiellement pourraient être vus au cours de ces formations continues et enfin, comment la mettre en œuvre. Alors, voilà. La question essentielle qu'on se pose ce soir, vous l'aurez compris, vous avez tous reçu une formation, vous êtes tous pilotes remorqueurs, vous avez tous reçu une formation initiale. Et la question qu'on est en train de se poser ce soir, c'est comment rester compétent pour remorquer les planeurs. Alors, une réponse évidente, c'est de dire c'est en volant régulièrement. Il est évident que si on pratique de manière régulière, on garde les automatismes. On se sent à l'aise et on est du coup moins sujet aux erreurs. On est plus attentif, on peut être plus attentif à ce qui se passe autour de soi, à prendre en compte le planeur, à prendre en compte l'environnement, les trafics radio, etc., etc. Donc, il est évident qu'il faut réussir à maintenir un minimum de régularité dans les vols. Et la deuxième réponse qui vient, c'est tout simplement en se formant de manière continue, en se formant de manière régulière. Alors, pourquoi ça et comment? Eh bien, déjà en entretenant ses connaissances. Il y a des choses qu'on utilise de manière récurrente, donc ça en général on ne dit pas trop. Puis il y a d'autres choses qu'on a pu voir en formation initiale qu'on n'utilise plus, et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on va prendre quelques exemples. Si on a par exemple des fumées qui nous arrivent brutalement de cockpit, heureusement ça n'arrive pas souvent, mais pour le coup quand ça arrive, il faut savoir quoi faire. On est en convoyage avec un planeur, on est dans des espaces aériens, en contact avec le contrôle, et puis brutalement, on n'a plus de radio. On ne peut plus communiquer à qui que ce soit. Même chose, comment est-ce que je traite cette panne radio? Ce sont des choses qui ont été vues évidemment dans la formation initiale, mais si on ne les revoit pas de manière régulière, alors de manière autonome, en relisant la réglementation, en relisant le manuel de vol et le guide du remorqueur, etc., mais aussi, avec d'autres, on va le voir justement comment ça peut être fait. D'autre part, Francis nous l'a dit au début, le matériel évolue, et donc il faut se tenir informé, il faut se tenir au courant. Pour un même matériel, on peut avoir des systèmes différents à bord, ou bien tout simplement avoir le matériel qui change. Et évidemment, il faut continuer à se former pour être à même d'utiliser correctement ce nouveau matériel. Le matériel également, dans certains endroits vieillissants, on utilise des avions depuis longtemps, et ça peut nécessiter pour le coup des points de vigilance particuliers parce que le matériel fatigue et ça peut poser problème, on le verra un petit peu plus tard, mais on a effectivement des points qui sont apparus à plusieurs reprises. Dernier point pour la formation continue, c'est la lecture des comptes rendus d'incidents, aussi bien à travers des REX que des comptes rendus du BEA. Et là, c'est très, très, très important, effectivement, de faire remonter les incidents, les accidents. Les accidents, ça remonte parce qu'effectivement, il y a eu accident en général, mais les incidents, c'est très, très riche d'enseignements et c'est vraiment important de continuer à faire remonter les incidents. Alors, maintenant qu'on a vu l'intérêt de cette formation continue, on va voir quelles sont les compétences, les différentes compétences qui serait souhaitable de lister, de revoir, sachant que ces compétences techniques tout d'abord, puis on verra ensuite non techniques, vous allez voir que ça reprend un petit peu ce que nous a dit Lucien au début, tout simplement parce que justement, ça a été listé en fonction des REX qu'on a reçus ou des CRESAG, enfin, CRESAG un peu moins parce que ça reste plus confidentiel, mais malgré tout, on a des infos qui nous arrivent de là, des REX et puis des comptes rendus du BEA. Donc, encore une fois, c'est très important de faire remonter tout ça. Alors, les compétences techniques qui se sont vues être en défaut dans nombre d'incidents qu'on a eu, c'est les problèmes de gestion de vitesse. Il s'agit de problèmes de pilotage avec, vous avez entendu cette expression, un pilote qui pilote sa vitesse au badin plutôt qu'à l'assiette, ce qui provoque évidemment des variations d'assiette fréquentes et parfois amples, ce qui rend le remorquage difficile pour le planeur qui est derrière. Des soucis avec le premier et second régime de vol. Un second régime de vol
mal identifié par le pilote remorqueur et du coup, comme ils n'étant pas identifiés, il n'a pas su s'en sortir. Et puis, ça a provoqué également un accident assez sérieux où le pilote s'en est sorti, mais bon, ça peut effectivement être très, très dangereux, en phase de décollage évidemment. Des problèmes de gestion de carburant, Lucien nous en a parlé, on a eu quand même pas mal de pannes de carburant. Des visites pré-vol, là aussi Lucien a bien détaillé tout ça, et en fonction du matériel qui est ou neuf ou vieillissant, eh bien, il y a parfois des fragilités qui sont soit connues, soit qui apparaissent pour des matériels vieillissants. Des choses qui peuvent être revues, comme l'état des pots d'échappement, les attaches de capot moteur, et aussi tout simplement l'état du câble, hein, puisqu'il n'y a pas que l'avion lui-même, mais tous les accessoires qui vont autour. Des révisions sont intéressantes à mener aussi en ce qui concerne les performances et calculs de performance. Et je vous ai mis compris par vent arrière, puisque sur des plateformes qui sont réservées au vol à voile, il n'est pas rare d'utiliser une piste différente de celle sur laquelle on a décollé, et parfois même de se poser avec du vent arrière. Donc, il est important de savoir comment gérer ça et savoir jusqu'où on peut aller. On peut se poser avec du vent arrière, mais comment est-ce qu'on le prend en compte, comment est-ce que ça se calcule? C'est important de revoir tout ça. Parfois, c'est un petit peu loin dans l'esprit de certains. L'intégration sur les terrains, en général, le pilote remorqueur vole toujours sur son terrain, il ne va pas fréquemment à l'extérieur, et certains pilotes, avions ou ULM même d'ailleurs, ne pilotent que en remorquage, ils ne font pas d'avion ou d'ULM à côté, ce qui veut dire qu'ils sont toujours à voler sur le même terrain. Et quand il faut aller à l'extérieur chercher un autre planeur ou aller tout simplement amener l'avion en entretien, ça peut donner parfois lieu à des intégrations un peu scabreuses. Les vérifications avant le vol, je ne doute pas que vous avez vu fleurir les petits macarons CEV partout dans les clubs, et des choses aussi évidentes que des commandes de vol, parfois ça passe à l'as. Donc on a eu un tragique accident avec des commandes de vol bloquées, mais des incidents très sérieux avec des bouteilles d'eau qui bloquaient les commandes. Donc il faut vraiment, sur des choses aussi évidentes que ça, pas passer au travers, et très très rigoureux dans l'application de ces procédures et de ces checklists. La remise des gaz, alors là sur le plan technique pur, où, bon, il y a parfois des approches au milieu des planeurs dans des conditions, quand la piste est bien occupée, dans des conditions plutôt scabreuses, il vaudrait mieux effectivement remettre les gaz et surtout faire ça de manière correcte, que ce ne soit pas dangereux, quoi. La descente en croisière en remorquage, là on est plutôt sur des évolutions pour le coup avec un planeur derrière. Et puis tout ce qui concerne le gradient vent, donc Lucien a bien détaillé ça tout à l'heure, mais c'est intéressant à revoir, peut-être profiter un jour où il y a beaucoup de vent pour voler en double avec quelqu'un pour précisément bien ressentir ce phénomène-là si ce n'est pas très clair dans l'esprit. Ça, c'est pour des exemples de compétences techniques. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu. Mais tout ça, ce sont des éléments des facteurs contributifs en fait, qu'on a relevés dans des incidents qui se sont produits. En ce qui concerne les compétences non techniques, un élément essentiel est la décision de la part du pilote remorqueur. Le pilote remorqueur est le commandant de bord de l'attelage. Alors évidemment, le pilote du planeur derrière de pouvoir intervenir dans la sécurité et aider à la sécurité, aider aussi à la décision. Mais in fine, c'est quand même le pilote remorqueur qui est commandant de bord de l'attelage. Et donc, en matière de décision, il est important de savoir déjà renoncer au décollage quand c'est nécessaire, mais aussi interrompre à temps le remorquage. On a eu des retours d'incidents avec, bon, ça s'en est bien sorti, mais quand on commence à compter le nombre d'antennes râteaux sur les toits du lotissement en bout de piste, peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose avant, quoi. Donc ensuite, toujours en matière de décision, remise de gaz, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand se poser au milieu d'une nuée de planeur sur une piste, c'est pas forcément une bonne chose. On a un moteur pour partir, donc il faut en profiter pour pouvoir se poser en sécurité un peu plus tard. Ensuite, tout ce qui encore un aspect non technique, c'est la conscience de la situation. Et là, Pascal nous a bien expliqué au travers du TEM comment en particulier prendre en compte au travers de cette méthode notre environnement et les menaces potentielles qui nous entourent. Voilà donc pour toutes ces compétences non techniques. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors maintenant, comment mettre en œuvre cette formation continue? Il y a beaucoup d'endroits où ça se fait déjà.
c'est pas rare de voir dans les clubs des réunions annuelles des pilotes remorqueurs. C'est l'occasion de se réunir en général en début de saison. On fait un bilan de la saison précédente et puis on balaye les REX ou des rapports du BEA de manière à savoir ce qui s'est passé autour et de voir si c'est transposable dans le club ou pas, si s'est passé quelque chose dans un club. Est-ce que chez moi, si ça arrive, est-ce que d'abord moi en tant que pilote, est-ce que j'aurais réagi correctement, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là, et puis de manière plus globale et collective, est-ce que les procédures qu'on a mis en place au club nous permettent de ne pas reproduire le phénomène qui s'est produit chez d'autres. C'est l'occasion de répondre aux questions. On a pu entendre d'un pilote qui est revenu d'une compétition, d'un stage ailleurs, une expérience qu'il a vécue, et puis de passer l'occasion d'en discuter ensemble et de se dire, bon, bah, pareil, hein, est-ce que ça arriverait chez nous? Est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Voilà, donc on parle de sécurité et on en profite pour répondre aux questions éventuelles des uns et des autres. Et puis enfin, le deuxième point, en tant que pilote de toute façon, je ne parle même pas pilote remorqueur, mais en tant que pilote, on a des heures d'entraînement à faire avec un instructeur pour maintenir ses compétences. Donc, c'est aussi l'occasion de revoir certains des éléments dont on a parlé tout à l'heure, en particulier sur les compétences techniques, par exemple, revoir cette notion de mon régime de vol, est-ce que je maîtrise bien cette question, est-ce que je suis capable de le détecter, comment est-ce que je sors du second régime de vol, par exemple, hein, ce sont typiquement ces vols-là doivent pouvoir permettre en tout cas aux pilotes de revoir ces notions. Et puis, idéalement, de faire aussi des vols en double, en remorqué, en situation, pour voir précisément si la procédure que j'ai mise correcte, si je check correctement mon carburant, est-ce que la procédure d'intégration telle qu'elle est prévue dans le club, elle est faite correctement, est-ce que je suis encore capable de descendre en remorqué en voyage, etc., etc. Voilà, donc idéalement, il faudrait pouvoir voler, profiter des vols en double que l'on fait pour maintenir nos compétences, pour réviser certains points techniques, et puis en remorquer si possible aussi, avec un instructeur à bord pour pouvoir justement, là pour le coup, être en situation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette formation continue, c'est qu'elle est vraiment là pour répondre aux besoins du pilote remorqueur. On a chacun reçu une formation qui nous est propre, on a une expérience qui nous est propre, et donc on a des besoins forcément différents les uns des autres. Encore une fois, l'étude des REX, des comptes rendus de CRESAG, etc., doit nous aider à nous poser les bonnes questions. Est-ce que dans la même situation, j'aurais réagi correctement? Est-ce que j'aurais su faire? Sinon, eh bien, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir, il faut en profiter. Donc, doit être centré autour du pilote remorqueur. C'est pour lui rendre service. Et ça doit, si c'est nécessaire, combler, c'est l'idée que vous avez avec la petite cible à côté, ça doit, si possible, combler les éventuelles lacunes qu'on peut avoir les uns les autres. On a tous des compétences pour lesquelles on est un peu plus faible que pour d'autres. Eh bien, c'est l'occasion au cours de ces séances de formation continue, précisément, de combler ces lacunes ou de répondre aux questions éventuelles qu'on pourrait avoir les uns ou les autres. Voilà, j'en ai terminé. Donc, eh bien, je vais écouter Philippe si tu avais des questions, éventuellement répondre aux questions. Et je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup Véronique. Effectivement, la parole c'est à François si tu as des questions à poser, enfin des questions qui t'ont été posées, François. Oui, alors il y a un constat qui est fait qu'il manque des formateurs de remorquage. Et que d'un autre côté, il y a plein de pilotes professionnels qui sont un peu en attente, encore plus avec le Covid, en sortie de formation. Et donc là, il y a une inadéquation un peu entre la demande et la réponse. Est-ce que quelque chose est prévu dans ce domaine? Alors, les formateurs, on est conscient effectivement que ça manque de formateurs. Alors, pour ce qui est de la formation de base, de toute façon, ça peut être fait par un instructeur. Hein, il n'y a pas d'autre possibilité. Pour ce qui est de la formation continue, on réfléchit effectivement à se faire aider éventuellement d'instructeurs planeurs. Mais là, rien n'est fait. Et il faut comprendre aussi que pour certaines pédagogues, les outils qu'on donne aux instructeurs de planeurs,
sont vraiment orientés pour le planeur et les outils qu'on donne à l'instructeur avion sont vraiment orientés pour faire de la formation avion. Donc, bon, ceci étant, dans certains cas particuliers, quand vraiment on manque de ressources, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'éventuellement un instructeur planeur puisse intervenir pour aider le pilote remorqueur qui sera en difficulté. Et donc là, ça répond à une question qui était justement, est-ce qu'un chef pilote, instructeur planeur, mais qui n'est pas instructeur avion, a-t-il le droit d'être en place droite? C'est ça. Alors pour l'instant, a priori, la réponse est non, mais on est en train d'essayer d'étudier pour voir la question, pour voir si on ne peut pas trouver une solution justement et assouplir un petit peu. Voilà. Alors, il y a aussi la question, pour être instructeur remorqueur, il faut être instructeur FIA, instructeur avion, il faut avoir la qualification remorquage de planeur, mais ça ne suffit pas, il faut être en plus habilité, donc ça, ce n'est pas toujours connu. Et là, il y a quelqu'un qui précise que en étant CRI et non pas FI, ça serait peut-être plus simple d'être formé pilote PPL au remorquage. Est-ce que c'est le cas? Alors, plus simple, de toute façon, il faut toujours faire un vol en double pour montrer avec un formateur de formateur, hein, pour montrer ses capacités à former quelqu'un d'autre. C'est ça la question? Je ne suis pas sûre de… Je lis la question. Il suffit d'être PPL et devenir CRI pour pouvoir former des pilotes PPL au remorquage si le CRI a cette qualification. Donc, pas besoin d'avoir des FIA, d'après cette personne. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Il faudrait que la DGAC facilite la possibilité de devenir CRI, quoi. Ah bah, enfin, ça, c'est une réglementation européenne et pour être CRI, je ne vois pas ce qu'on peut faciliter là-dedans. Bah, ça serait d'assouplir le passage au CRI qui était demandé. Mais bon, ça va être compliqué, ça. On pose aussi la question, excuse-moi François, je crois que c'est plus simple de devenir CRI que de devenir FI. Voilà, c'est ce qui était précisé, quoi. Ça, c'est différent, mais par contre, on ne peut pas assouplir les règles pour devenir CRI, ça, on ne pourra pas faire ça. Et la dernière question, qui n'est pas directement sur la formation continue, encore que, c'était la gestion des défaillances moteurs en remorqué. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure d'avoir un scénario au départ de chaque remorqué au cas où il y aurait une panne dans les premiers mètres, d'avoir une solution de dégagement. Mais est-ce qu'on peut faire de la formation un petit peu plus sur des défaillances moteurs pendant la montée voilà. Oui, même au roulement au décollage, puisque on a déjà… Enfin, moi d'ailleurs, ça m'est arrivé, hein, la seule panne que j'ai eue moteur franche en avion, ça a été en remorquage au roulement au décollage. Donc, mon planeur derrière avait décollé, il attendait que je décolle, en l'occurrence, et mon moteur s'est arrêté net. Donc, dans le rétro, curieusement, on le voit rapprocher très vite, le planeur. Donc, il faut avoir effectivement une stratégie en place dès le départ. Hein. Très, très vite, ces éléments-là doivent être envisagés et ça fait effectivement partie de la formation. Alors, est-ce que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer tous les cas possibles? On peut en imaginer beaucoup. Les solutions, par contre, envisagées, elles sont en fonction de l'environnement. On ne va pas forcément avoir la même stratégie d'un terrain à un autre. Donc, par contre, c'est tout l'intérêt des réunions annuelles entre les pilotes remorqueurs, c'est de se standardiser là-dessus. Et avec aussi les instructeurs planeurs, parce qu'évidemment, si on dit, je ne sais pas, j'imagine n'importe quoi, mais le planeur dégage, enfin, l'avion dégage côté taxiway, par exemple, il faut que les instructeurs planeurs passent la consigne aussi aux pilotes de planeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent ce que va faire l'avion devant en cas de panne du remorqueur en décollage. Autant on peut imaginer des pannes possibles, autant les solutions, par contre, elles vont être propres à la plateforme, à l'infrastructure. Alors, et peut-être à la machine. Pour certains, on rappelle que CRI, c'est classe instructeur, oui. Class rating instructeur. Voilà, je n'ai pas d'autres questions sous la main pour l'instant. Merci. Ok, merci François. Mais puisqu'on parle de formation et qu'on est dans les temps, je vais vous permettre de vous afficher une petite image ici. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a des personnes qui demandaient à revoir la vidéo sur les positions hautes. Donc, je vous signale que vous pouvez la voir en vous mettant sur le site de la FFVP. Vous avez le lien, enfin l'adresse qui est en haut de l'écran. Vous pouvez aussi les voir sur la chaîne YouTube Spiral, Spiral au singulier. Mais sachez que la vidéo sur les positions hautes, il n'y en a pas qu'une hein, pour le remorquage. Il y a 8 autres vidéos qui existent pour la formation des pilotes remorqueurs. En fait, ce sont les vidéos qui servent à former les pilotes de planeur.
mais ces vidéos sont quand même assez récentes, elles ont 2-3 ans au maximum. Donc peut-être la plupart des pilotes remorqueurs qui ont déjà un brevet de pilote de planeur ne les ont pas vus. Donc allez voir sur Spiral ou sur le site de la FFVP. Et même en début de saison, une petite piqûre de rappel sur les positions hautes, ou même une vidéo comme l'impossibilité de largage, ou les signaux conventionnels, ou le convoyage air. Tout ça, même, vous voyez la vidéo en bas à droite de haute tension qui a été faite avec la DGAC, dont Francis a parlé tout à l'heure. Toutes ces vidéos vous seront très utiles et vous trouverez des informations sur la sécurité des vols et ça vous permettra de réviser certaines procédures que peut-être vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Voilà, je remettrai cette image à la fin du séminaire pendant que vous mettrez vos petites remarques. Donc, vous pourrez recopier le lien ou noter ces vidéos.